construction, comment relancer le secteur? Tel est le thème de cette deuxième webconférence de l'immobilier. Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez du côté de la République des Pyrénées.fr, de Sud-Ouest.fr qui organise, vous le savez, cette année 3 conférences de l'immobilier en lieu et place de la traditionnelle conférence de l'immobilier organisée au mois d'avril, traditionnellement du côté du Palais Beaumont, avec l'ensemble des acteurs clés de ce secteur, un secteur qui nous concerne toutes et tous et qui, au travers de ces thématiques d'ailleurs, reflète bien quelques enjeux importants qui sont aujourd'hui au cœur même de cette période après Covid-19. Pour animer ce débat, Romain Belli du journal Sud-Ouest est parmi nous. Bonjour Romain. Éric Normand du journal La République des Pyrénées-L'Éclair est également présent. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous avez commis il y a quelques jours un supplément qui a permis d'ores et déjà de faire connaissance avec les acteurs qui sont autour de cette table et que je vais présenter dans quelques instants, puis de positionner les grandes thématiques qui concernent ce printemps, cet été, j'ai envie de dire, en matière d'immobilier. Romain Belli, pourquoi vous avez cependant choisi également ce format tout à fait original de webconférence pour aller plus loin d'ailleurs que les simples papiers? C'est un peu la crise qui a dicté ce format. On avait pris des bonnes habitudes au Palais Beaumont depuis 5 ans avec les journaux du groupe Sud-Ouest. La République des Pyrénées, l'Éclair et donc Sud-Ouest. On a dû s'adapter comme tout le monde et ne pas faire des conférences en public avec trop de personnes devant les micros et les caméras. Donc on a décidé, grâce au service de Sud-Ouest Publicité, de fabriquer ces webconférences, grâce à vous aussi Eric et aux équipes de Créa Sud. Donc ce sont des conférences qui sont diffusées toutes les semaines au mois de juin pendant 3 semaines, peut-être pas toutes les semaines, mais pendant 3 semaines sur nos sites internet respectifs. Et on est ravis de voir que les partenaires ont suivi cette initiative, ce changement un petit peu stratégique, de stratégie médiatique. Mais en tout cas, je pense que ça va fonctionner et ce sera peut-être pour le public aussi une option de choix de pouvoir les voir sur les sites internet. À l'heure où l'on veut, quand on le veut, c'est ce que propose évidemment le principe même du site internet. Éric Normand, les sujets liés à l'immobilier, ça fait partie des sujets souvent attendus par les lecteurs. Et lorsque l'on annonce telle ou telle problématique, on voit bien que les lecteurs sont curieux parce que ça concerne son quotidien. On l'a vu pendant le confinement, le chez-soi a pris une place considérable. Oui, alors vous savez que dans la presse, l'immobilier, on appelle ça un marronnier. On fait régulièrement, chaque année, toute la presse magazine, la presse quotidienne fait régulièrement des focus sur le marché immobilier. Donc c'est parfois critiqué, on dit encore ils vont nous parler d'immobilier, sauf qu'on constate que quand on en parle, le lectorat est au rendez-vous, le public suit, donc même si, comme Romain l'a dit, le contexte a fait qu'on a un peu bousculé le format de cette initiative autour de l'immobilier. On ne voulait surtout pas y renoncer. Donc on a choisi de maintenir ce rendez-vous annuel lié à l'immobilier avec un rythme différent, avec un format différent, mais on ne voulait pas y renoncer. Et on a détaillé, disons, des grandes thématiques. Donc celui dont nous allons parler, la construction. Le Béarn peut-il être un Eldorado, mais également... La semaine dernière, les experts ont commencé à donner des réponses. On serait encourageante finalement à cette question. Oui, voilà, parce que ce qui ressort quand même des échanges qu'on a eus avec nos différents interlocuteurs, cela reste une forme d'optimisme général par rapport au marché immobilier. Alors même si Sébastien Labourdette va peut-être un peu nuancer par rapport à sa casquette de président de la Fédé du BTP, il va nous parler d'autre chose, mais il y a quand même une forme d'optimisme qui ressort. Alors on va le voir avec les invités qui sont là. Donc Sébastien Labourdette, puisque Éric Normand a commencé par vous citer, vous êtes le tout nouveau président de la Fédération du bâtiment 64. Vous êtes par ailleurs vous-même chef d'entreprise. On va rappeler le nom de l'entreprise que vous dirigez. Bonjour Eric, bonjour tout le monde, je dirige l'entreprise Sogeba à Pau. Vous nous direz de quelle façon, maintenant que vous avez pris la tête de cette fédération importante dans le milieu économique, c'était le 28 mai, donc c'était il n'y a pas très très longtemps, quels sont vos projets, puis de quelle façon vous voyez ce fameux rebond ou pas, quelles sont les conditions selon vous d'une reprise dans des bonnes conditions, vous nous direz tout cela dans quelques petites minutes. Également autour de la table, Nelly Garrigou, qui est la responsable
Béarn du COL. Alors le COL, c'est le comité ouvrier du logement qui mise, depuis bien des années d'ailleurs, sur l'innovation, sur les projets innovants. C'est un opérateur qui produit désormais 50 nouveaux logements par an, un acteur qui mise en particulier sur le logement participatif, pas seulement, mais sur le logement participatif en particulier, qui permet aux futurs occupants de concevoir collectivement leur futur lieu de résidence. Je dis pas simplement parce qu'aujourd'hui, vous avez bien d'autres projets ou bien d'autres outils, j'ai envie de dire, que ce soit d'ailleurs en Béarn, mais aussi dans tout le Grand Sud-Ouest, puisque vous vous étendez du côté du col. Oui, bonjour, donc Nelly Garrigou, donc comité ouvrier du logement. Donc nous étendons au Grand Sud-Ouest effectivement parce que nous allons sur Toulouse, Bordeaux, Pau et notre siège social est à Anglet. Et vous avez, je le disais, des dispositifs particuliers. Vous misez beaucoup en ce moment sur la location-vente. On en parlera avec des programmes qui concernent d'ailleurs ce territoire. On le verra dans quelques petites minutes. Et puis nous avons avec vous Julien Pardon, qui est dirigeant de la société de promotion immobilière Axias, qui a été fondée en 2016 et qui a beaucoup misé, alors je disais l'innovation d'un côté, mais c'est aussi un qualificatif qui pourrait bien vous aller. Innovation, la qualité. Vous travaillez beaucoup avec les entreprises locales, le cabinet d'architectes Corborde pour ne pas le citer. Et puis vous avez, au travers de vos programmes commercialisés, on le voit bien, des ambitions sur ce territoire, en Béarn en particulier, à Pau. Ces ambitions, déjà, première question, vous avez l'impression que le Covid-19 les met à plat, rabat les cartes, ou au contraire, vous êtes plutôt dans un sentiment optimiste pour l'avenir ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, effectivement, je co-dirige avec mon associé Alexandre Bardagy la société Axias, alors, qui fait dans l'objet la promotion immobilière, la construction de logements. Pour répondre à votre question, Eric, les ambitions que nous portons depuis quelques années maintenant, le Covid les renforce. Ne soyez pas surpris. Vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. Je vous expliquerai pourquoi, mais en deux mots, Pau a des atouts assez exceptionnels. Pau est une ville moyenne avec beaucoup d'atouts, et je vais les développer tout à l'heure, effectivement, et c'est de bon augure pour notre activité dans les années à venir. Alors nous aurons un grand témoin qui va suivre avec attention ces travaux, d'ailleurs, comme vous qui nous suivez en ce moment. Il s'agit d'Henri Buzicazo qui est en liaison avec nous. Henri Buzicazo, bonjour, vous êtes le président de l'Institut du management des services immobiliers qui a 3 campus, à Paris, à Lyon, à Toulouse. Vous êtes un Béarnais d'origine et vous devez d'ailleurs également ouvrir très prochainement une école à La Rochelle, je crois. Vous êtes un spécialiste de l'immobilier. Vous présidez d'ailleurs un think tank République et Logement. Et votre regard panoramique, acéré sur le marché d'après-crise, va nous éclairer également. Merci d'être avec nous en liaison. Bonjour, tout d'abord. Où est-ce que vous êtes situé actuellement, Henri Buzicazo ? Écoutez, je suis à Paris. Je voudrais être avec vous réellement, mais je suis très heureux d'y être déjà virtuellement. Voilà, c'est un plaisir de débattre avec vous de ces sujets, et j'ajouterai une qualité à celle que vous avez citée, enfin une qualité au sens neutre, c'est que je suis Béarnais et palois, hein, et donc j'aurai avec vous un regard national, si vous le souhaitez, un peu macroéconomique, mais un regard appliqué au territoire, bien sûr. Alors justement, une première question pour peut-être poser le débat avant que vous ne réagissiez tout à l'heure. Le marché de l'immobilier d'après-confinement en France d'abord, puis on zoomera évidemment sur le Béarn, mais en France, vous le jugez comment ? Je ne m'associe pas aux propos enthousiastes, guillerets d'une partie de la communauté professionnelle. Je le dis très clairement. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a une très bonne nouvelle. Celle-là, elle me réjouit aussi, je la constate, c'est que la nation n'a pas été assommée au point de ne plus exprimer les désirs d'acquisition immobilière, voire d'investissement. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. On aurait pu imaginer un long temps de réveil, vous savez, après l'abasourdissement du confinement. Ça, c'est pas le cas. Et donc, il y a des signaux partout, sur les marchés très tendus des métropoles, sur les marchés moins tendus des villes moyennes, et même dans les espaces ruraux, on voit que, très clairement, la demande s'exprime. On voit même, en effet, des ménages qui passent à l'acte, qui signent des avant-contrats. C'est vrai dans l'existence, c'est vrai dans le neuf. Ce que je dis simplement, c'est qu'une fraction importante de la population, on le constatera à la fin de 2020, peut-être encore en 2021,
aura été très fragilisé, désolvabilisé par cette crise économique. Et il y a des propos qui donnent le sentiment, issus de la communauté immobilière, qu'il ne s'est pas passé de crise. Si elle s'est passée, cette crise, elle a des impacts. C'est pour ça sûrement aussi qu'il faut en appeler à des dispositions publiques particulières. On va y venir tout à l'heure. On va y venir tout à l'heure. Vous avez déjà Sébastien Labourdette qui acquiesce à ces mots. Il va répondre dans quelques instants aux questions de Romain Belli et Éric Normand. Mais d'abord, quelques chiffres clés de ce que représente le BTP en nombre d'emplois, mais également en répercussions économiques sur ce territoire, ou en tout cas dans les Pyrénées-Atlantiques. Regardez. Quelques chiffres éloquents, c'est le moins que l'on puisse dire. Éric Normand, Romain Belli, je vous en prie, il vous revient de poser la première question. Oui, donc première question pour vous, Sébastien Labourdette. Vous prenez vos fonctions dans des circonstances très particulières. Donc on l'a dit, avant la crise du Covid, le nombre de chantiers de construction de nouveaux logements était déjà en baisse au premier trimestre. Depuis est intervenue la crise. Donc la situation actuelle vous conduit un peu à tirer la sonnette d'alarme. Êtes-vous vraiment si inquiet que ça ? Oui, nous sommes très inquiets puisqu'effectivement le milieu de la construction dans le département a été sévèrement touché par la crise du coronavirus. Je dirais dans un premier temps qu'on a réussi le premier pari, qui consistait à reprendre les chantiers arrêtés, puisque le 17 mars, toute l'économie du BTP s'est arrêtée. Elle a pu reprendre grâce à plusieurs dispositifs, notamment un guide qui a été établi par la profession et les différents ministères pour reprendre les chantiers. Aujourd'hui, mi-juin, oui, on est inquiet, puisque derrière, il y a urgence à établir un vrai plan de relance pour que les métiers de la construction puissent retrouver leur rythme de croisière, je dirais, d'avant Covid. Ce plan de relance, très concrètement, pour vous, c'est indispensable, c'est vraiment indispensable. C'est-à-dire que sans lui, vous sombrez ? Ce que je veux dire au travers du plan de relance, c'est que c'est capital. Vous avez vu que tous les secteurs de l'économie française qui ont été touchés par le Covid ont eu un plan de relance. À ce stade, le nôtre est en cours d'élaboration dans les différents ministères. Quelques sujets sont en train d'éclore autour d'un plan de relance qui devra être massif. La construction sans le plan de relance ne pourra pas retrouver son économie normale. Mais avec quels outils principalement ? Qu'est-ce qu'il faut flécher selon vous en priorité ? Je pense que si on veut retrouver un nombre de logements stable au niveau de la construction, puisque le besoin existe, Eric, aujourd'hui, on est sur un vrai plan par rapport à un besoin établi. Les changements d'habitude liés au Covid peuvent exister aujourd'hui, puisque certains ont besoin de logements un peu différenciants. Il y a une demande qui est un peu différente. Il y a surtout un besoin de logement. On ne pourra atteindre ce besoin que si jamais le plan de relance établi existe avec des dispositifs simples qui sont autour. Voilà, je veux vous amener au dispositif. Voilà, les primo-accédants avaient des dispositifs type prêt à taux zéro. Aujourd'hui, ce sont des choses qu'il faut augmenter et généraliser. Il y a tout un tas de dispositifs type Pinel qui sont des dispositifs déjà existants, qui ont fonctionné dans le passé, qu'il faudra peut-être revoir sous différentes formes, qu'il faudra peut-être reconstruire, mais qui peuvent être des aides à la construction. Il y a un débat que vous connaissez tous, c'est la TVA. Aujourd'hui, il est nécessaire que pour relancer l'économie du BTP, on joue sur le taux de TVA. Sur les investissements, sur les constructions neuves, la TVA sera une grosse aide à la construction. Il y a aussi tout le volet énergétique, on risque d'en parler. La transition énergétique, c'est un sujet d'avenir pour
le territoire pour la planète. Profitons de cette crise pour reconstruire un modèle autour de l'environnement. C'est ça le plan de relance qu'on attend. Alors, Sébastien Labourdette, dans le supplément qui est paru dans nos journaux, vous parlez des surcoûts liés à l'activité du BTP. Je vous pose la question et je la pose aussi à tous nos interlocuteurs. C'est quoi ces surcoûts? Pourquoi ça va coûter plus cher de construire demain? Bonne question, et ça me fait plaisir que vous la posiez parce que ça va me permettre surtout d'y répondre. Le surcoût, c'est un sujet qui aujourd'hui est sur la table, mais ce n'est pas le sujet principal. Pour autant, je vais vous répondre. Le surcoût, il y a deux types de surcoût. Il y a un surcoût direct, qui est tout simplement l'adaptation de nos chantiers à la crise du coronavirus et donc à la protection sanitaire de nos collaborateurs. Donc à l'adaptation tout simplement des chantiers autour du problème sanitaire. C'est un surcoût direct. Mais il y a aussi le surcoût indirect. Et c'est celui-là qui, parfois, au niveau de nos clients, au niveau de nos maîtres d'ouvrage, est incompris. Je l'explique. Un chantier qui comportait dans le passé 60 ouvriers, par exemple, sur un corps d'État primaire et secondaire, parce qu'il y a de la coactivité entre entreprises, aujourd'hui, à cause du coronavirus, on a aussi une distanciation sociale de nos collaborateurs sur les chantiers qui fait qu'on n'a peut-être plus la possibilité de ne mettre que 30 personnes à la fois sur le chantier. Donc un allongement des délais, un allongement de la période de livraison des chantiers, donc des installations communes qui vont durer plus longtemps, donc une adaptation aussi de la coactivité de certains corps d'État qui fait qu'un plombier ne peut plus travailler en même temps qu'un plaquiste, ne peut plus travailler en même temps qu'un électricien. Voilà la réalité du surcoût et de son coût indirect. On va profiter d'avoir ici des représentants finalement professionnels pour qu'ils nous disent comment ils voient cette notion de surcoût. Réalité ou pas? Je démarre par vous, peut-être, je vous en prie. Du côté du col, vous avez l'impression qu'il va y avoir des surcoûts? Comment vous allez les supporter? Inévitablement, il va y avoir des surcoûts, effectivement. Donc, les surcoûts directs, comme disait M. Labourdette, et les surcoûts indirects. En tant que promoteur, nous avons également l'allongement des délais de construction. Nous avons aussi, alors ça, j'espère qu'on n'aura pas ce cas lié au plan de relance, mais peut-être qu'il y a des entreprises qui ne vont pas pouvoir poursuivre leur chantier. Et du coup, les maîtres d'ouvrage devront les remplacer. On ne connaît pas non plus quels seront les surcoûts. On est un petit peu dans une incertitude aujourd'hui. Des surcoûts, il y en aura. À nous de voir ensemble comment les appréhender. Oui, Julien Pardon, donc à peu près la même question. Vous avez deux gros projets à Pau, donc l'un au 14 juillet qui est en cours de chantier, l'autre que vous allez bientôt démarrer près de l'hippodrome. Est-ce que vous craignez une inflation de ces chantiers? Alors nous, en tant que maître d'ouvrage, surcoût il y a, ça c'est évident, on a un surcoût à prendre en considération. Ce que je veux dire, c'est que nous, en tant que promoteurs, ces surcoûts ne remettront pas en cause nos grands équilibres. C'est ça qu'il faut retenir. On a un fonctionnement qui est quand même un petit peu différent par rapport à ce que vient de dire Sébastien Labourdette. Nous, nos grands équilibres, ils auraient pu être remis en cause, en question, si, par exemple, nos clients finaux, les acquéreurs de nos logements, avaient suspendu leurs achats, avaient renoncé à leurs achats. Moi, la première crainte que j'ai eue lors du premier mois de confinement, c'est que dans le chantier que vous évoquez sur le 14 juillet, sur la rue du Colonel Gloxin, c'est que des acquéreurs qui avaient réservé leur logement se désistent parce que, par crainte, par peur, par diverses peurs. Ce n'a pas été le cas. Ça, une question comme ça aurait remis en cause nos grands équilibres. Aujourd'hui, les surcoûts, ils sont liés à, comme disait Sébastien Labourdette, une protection des collaborateurs qu'il y a sur les chantiers, à savoir qu'on fait de la désinfection matin et soir des zones de vie alors qu'on le faisait une fois par semaine, des choses comme ça. Ça va effectivement impacter nos marges, mais ça ne remettra pas en cause les chantiers. Pas remettre en cause, c'est une chose, mais s'il y a surcoût là, dont vous venez de parler, très concrètement, qui doit les payer? Qui va les payer? Qui doit les payer? On entend bien d'ailleurs ce que vous dites, c'est tout à fait logique les uns les autres, sur ce que ça va coûter là, directement, mais qui va les prendre en compte? Bien écoutez, je pense que déjà la première chose, c'est que tout le monde a compris que le surcoût est établi, et le partage. Donc le mot partage, c'est celui qui devrait revenir dans le cadre du partage des surcoûts. Pourquoi ?
l'économie de la construction dans les entreprises, c'est que chaque entreprise fait 2 à 3% de marge aujourd'hui dans son système économique. L'évaluation des surcoûts aujourd'hui, elle doit être réelle. Il n'est pas question qu'on engage des pourcentages comme on peut voir dans certains articles de presse où finalement je dirais qu'on est au cas par cas. Pour ce principe-là, la profession a établi un guide qui existe, qui est aujourd'hui disponible en préfecture et la fédération du BTP, qui permet de faire un guide au réel. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est d'avoir un partage de ces coûts avec la promotion immobilière, avec donc le promoteur, avec les entreprises, qui font qu'aujourd'hui, on se met autour de la table, on a un guide avec des coûts directs et indirects qui permettent de discuter de ce montant, de discuter de son pourcentage ou de son évaluation au travers de quelque chose de réel. Il n'est pas question qu'aujourd'hui, la profession engage des surcoûts et fasse payer des surcoûts à un promoteur qui n'existe pas. Ce n'est pas ça l'enjeu. Par contre, il n'est pas possible que si le surcoût est de l'ordre de 10%, l'entreprise le prenne à sa charge alors qu'elle n'en a même pas l'économie. 10%, c'est 2 fois moins que ce qu'on a pu lire dans les premiers chiffres de surcoût. Vous savez, Eric, vous me provoquez. Ça, je sais bien que ce n'est pas le même chantier, un petit chantier, un grand chantier, etc. Tout à fait. Je dirais que dans un endroit qui est exigu, avec une coactivité forte, parce qu'on est sur quelque chose de très urbain, voire de parisien, dans un endroit très confiné, on peut avoir un surcoût de 20%. Ça ne me choque pas. Mais je vous dis aussi qu'on peut avoir très bien dans un endroit isolé, avec des entreprises qui ont des corps d'État séparés, avec des actions individuelles, on peut avoir un surcoût qui est que de 5%. Le surcoût généralisé, ce n'est pas la position de nos métiers aujourd'hui parce que ce n'est pas sérieux de dire qu'on a un pourcentage fixe pour tous les cas de figure. Il faut avoir du cas par cas. Par contre, il y a toujours un surcoût. Romain. Alors, vous parliez de chantier avec la promiscuité entre les ouvriers. Moi, je pense à celui qui est le plus proche de nos journaux, celui de la rue Lespie, qui est piloté par le COL. Vous avez plusieurs chantiers. Donc, il y a celui-là, il y en a un avenue Barada, si je ne me trompe pas. Il y en a un troisième, peut-être au nord de Pau, hein, si j'ai bien lu le très bon papier d'Éric Normand. Est-ce que vous aurez, vous aussi, des surcoûts? Et est-ce que ces chantiers vont être retardés? Alors aujourd'hui, effectivement, j'avais 3 chantiers. Il y en a un qui a été livré, qui a commencé à être livré pendant le confinement, donc ce n'était pas une période assez simple. Après, j'ai 2 chantiers en cours qui sont complètement différents. Et là, effectivement, les surcoûts, je pense, vont s'appréhender de façon différente. J'ai un chantier qui s'appelle les Jardins du Lahoux de 40 logements, qui est plutôt établi comme un petit village avec des plots étalés. Donc là, de ce fait, la gestion de chantier se fait assez simplement, dans le sens où c'est une organisation avec certains corps d'État sur certains plots, chacun ne travaillant pas sur le même plot en même temps. Mais du coup, c'est assez simple en fait. Là, les surcoûts sont assez limité également parce que du coup ça va être le ménage, souvent c'est ça, donc avec un passage par jour et une désinfection toutes les 2 heures par les compagnons. Donc là c'est connu et c'est partagé. Le COL a décidé de prendre effectivement 50% de ce surcoût de ménage et le reste au prorata des entreprises. Rue Lespie, ce chantier a redémarré également. C'est beaucoup plus contraint parce que nous avons un seul accès. Donc c'est un bâti sur rue avec un accès sur la porte qui mènera au parking. Donc c'est vrai que là les contraintes sont plus compliquées, avec une coactivité plus importante parce que j'étais sur un stade d'avancement de chantier qui était un peu différent. Donc là j'ai tous les corps d'État. Donc pour l'instant ce chantier a repris doucement et nous y allons crescendo. Aujourd'hui, comme pour les Jardins du Lahoux, je n'ai pas à part le ménage, je n'ai pas d'autres surcoûts. Également les honoraires du SPS qui sont un petit peu à part. Il faut préciser ce que c'est. Il faut préciser. Ah, pardon. Allez-y. Donc le coordonnateur sécurité et santé sur les chantiers. Donc c'est une profession qui a été très demandée là, pendant ce coronavirus. Donc on s'est beaucoup reposé sur ce qu'il nous disait. Donc il organise le chantier et il s'assure de la sécurité et des conditions sanitaires sur le chantier. Donc dans cette période... C'est une profession qu'embauche d'ailleurs. Dans cette période, effectivement, il y a eu une extension du contrat qui est prise en compte.
Oui, Julien, pardon, un peu la même question. Vous nous avez dit lors de la préparation de ce supplément que les appartements du Clos Mazoyer étaient assez bien partis, que vous étiez satisfait de la commercialisation. Alors, est-ce que vous pouvez rassurer les acquéreurs comme quoi, avec les surcoûts, le chantier ne va pas prendre trop de retard et qu'ils pourront bientôt prendre possession de leur appartement? Alors, déjà sur le surcoût, on ne s'est pas concerté avec le COL, mais on a fait exactement de la même façon, c'est-à-dire que nous avons pris 50% à notre charge du surcoût total, donc le coordinateur santé et sécurité qui vient contrôler que les gestes barrières, que les désinfections sont bien réalisées de façon quotidienne, et on a pris ça à notre charge, et 50% à notre charge pour tous les surcoûts de désinfection et autres. Concernant les délais de livraison, on a procédé de manière très transparente, on a acté un décalage de 2 mois qui correspond à la période de confinement, et tous les acquéreurs ont très bien compris. Bon, là aussi, c'est le bon sens qui l'emporte, hein. Donc là, les acquéreurs ont bien compris que de toute façon, on ne pouvait pas faire des miracles et qu'il y aurait un décalage, mais que ce décalage ne serait que décalage. Il n'y a pas de suspension ou autre du chantier. C'est-à-dire que 2 mois après, ils auraient leur logement. Il faut savoir que dans les ventes comme ça, que l'on appelle en état futur d'achèvement, ce genre de problème est pris en compte, déjà de manière juridique dans le contrat. Romain, Alors, on avance dans le débat. Voilà, on a beaucoup parlé des surcoûts. Moi, en lisant cette double page consacrée au BTP dans notre supplément, j'ai aussi vu qu'au-delà de la crise du Covid, il y a une autre crise, c'est celle de la démocratie. Et toutes les collectivités qui n'ont pas encore décidé qui était le patron de la collectivité. Ça, pour le BTP, c'est important. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement pourquoi et quelles conséquences ça a pour vous, Sébastien Labordette. Monsieur Labordette? Effectivement, le décalage des élections municipales localement a généré pour le département un décalage de 47 élus au niveau des communes, donc qui seront élus le 28 juin. Ces élus auront ensuite constitué leur conseil municipal, qui choisiront leur maire, qui leur maire ensuite constituera les EPCI, les communautés de communes, pour avoir tout l'exécutif en place. Oui, c'est un problème qui s'est rajouté au problème, puisque n'ayant pas nos interlocuteurs dans les grandes communes pour parler de commande publique, c'est quelque chose qui diffère dans le temps des décisions autour de l'engagement de la commande publique. Même si les budgets pouvaient être votés sur la base des anciens élus, beaucoup de grandes collectivités n'ont pas engagé la dépense, attendant que l'exécutif soit définitivement en place, ce qu'on peut comprendre. Pour autant, on compte vraiment derrière ça sur une réactivité immédiate après les élections municipales de l'engagement de la commande publique. Sinon c'est de ça qu'on parle au niveau de la catastrophe économique annoncée à partir du mois d'août, à partir du mois de septembre. Donc pour vous, heureusement que les élections se tiennent dans quelques heures, là. On est à quelques heures de ce second tour. Cela dit, les collectivités, selon vous, elles vont être au rendez-vous avec les différentes strates de collectivités. Elles vont pouvoir actionner plus rapidement peut-être que ce qui est normalement prévu lorsqu'il y a une mise en place, lorsqu'il y a un démarrage? Il y a des réflexes simples qui consistent déjà à ce qu'on engage des projets, du moins à les constituer, puisqu'un projet, avant qu'il soit réalisé, il faut le constituer, il faut une équipe de maîtrise d'œuvre, il faut un architecte. Donc il y a une inertie autour du délai incompressible qui fait que les projets, même en les décidant à l'issue du 28 juin, ils ne vont pas être effectifs tous au 1er septembre. Pour autant, il y a certains dispositifs simples qui consistent à aller chercher des fonds aujourd'hui disponibles au niveau des crédits d'État, au niveau de l'argent d'État. Je dirais qu'entre-temps, le plan de relance aura avancé et permettra d'avoir apporté des réponses à l'exécutif en place pour pouvoir engager la dépense. Ce que je voudrais dire à tous les élus qui seront donc mis en place à l'issue du 28 juin, c'est de ne pas attendre sur la prise de décision et de compresser au maximum l'exécutif sur la prise de décision. Il y a quand même tout un tas de marchés en cours qui permettent d'engager de la dépense pour donner du travail aux entreprises dès que possible. C'est pour ça que certains élus font déjà les plans d'architectes. Alors, Éric Normand, je vous en prie. Oui, dans le plan de relance que vous proposez, concernant le volet du logement, il y a notamment le retour du Pinel, de ce fameux dispositif Pinel, dans les zones où il a été enlevé, et c'est, on le sait, le cas pour l'agglomération paloise. Moi, j'aimerais quand même interroger les producteurs de logements pour savoir, eux, quel est leur regard sur cette proposition. Donc, je voulais demander à Nelly Garrigou, le retour du Pinel, qu'est-ce que vous en pensez au col? Alors, je laisserai plutôt la parole donc à Julien Pardon, parce que donc, le col réalise des logements pour de la résidence principale uniquement. Et donc, le dispositif Pinel ne s'applique pas du tout pour notre société. Alors, vous avez usé votre joker. Après, vous n'aurez plus que le 50-50 et le public. Allez-y, là, c'est l'appel à un ami.
Alors, nous concernant, le dispositif Pinel, bon, lors de sa disparition le 1er janvier 2019, ça a été pour nous un changement complet de paradigme, puisque effectivement, ça correspondait à l'époque à 50% de notre clientèle. Donc on a perdu le 1er janvier 2019 50% de notre clientèle, ce qui a été assez dramatique. On a rebondi assez rapidement parce que l'agglomération paloise, elle a une attractivité qui est beaucoup plus importante que beaucoup le disent. Et on a aujourd'hui, c'était le cas au Clos Mazoyer, on a beaucoup d'accession à la propriété, beaucoup de demandes en accession à la propriété. Donc ça nous permet de monter nos opérations et de commercialiser nos résidences. Ceci étant, il est évident que le dispositif Pinel, s'il était de retour, là comme certains le disent, ça constituerait pour nous une formidable bouffée d'oxygène. Je dirais quand même qu'il est à manier avec précaution. Ma position là-dessus a évolué. Je dirais que autant sur la ville de Pau, ça aurait un intérêt vraiment intéressant. Autant il faut faire attention aussi de ne pas construire trop loin de la ville-centre et donc d'amener aussi beaucoup de monde en périphérie. Attention avec ça, attention avec certains dispositifs qui ont vidé le centre-ville de la ville-centre et ça qui a posé quand même beaucoup de questions dans ces dernières années. Monsieur Labourdette, la construction, on se pose la question avec les agents immobiliers notamment de cette attirance pour les zones rurales, pour la campagne. Le télétravail a montré qu'on pouvait travailler depuis la maison. Les connexions commencent à arriver avec la fibre 64. On peut à la fois regarder Netflix et travailler sur le projet en cours. Est-ce que vous sentez qu'il va y avoir des chantiers un peu plus loin, alors justement à l'inverse de ce que dit Julien, un peu plus loin que la ville-centre, et est-ce que vous sentez poindre cette demande-là sur les extérieurs? Oui, je pense que la crise autour du coronavirus aura fait changer certaines habitudes. Vous parlez du télétravail, c'est une réalité, puisque chaque système économique pendant 2 mois a mis au moins une partie de ses effectifs en télétravail. Premier point que vous évoquez, et qui est majeur, c'est la connexion de nos territoires à l'ensemble du système économique via le très haut débit. Je ferai 2 parallèles intéressants. C'est que le département va fibrer toutes ses habitations d'ici 2023. Donc on aura la possibilité de connecter chaque habitation au très haut débit pour pouvoir regarder Netflix ou travailler, comme vous dites. Mais on a aussi l'agglo de Pau qui est déjà connecté avec du très haut débit dans chaque habitation. Et c'est quelque part ces outils-là qu'il faut qu'on utilise pour parler d'attractivité. On a parfois tendance à se trouver un peu démunis dans la communauté d'agglo de Pau ou dans notre Béarn. Pour autant, on a un tas d'atouts. La connexion au territoire en est une. Concernant les logements à l'extérieur de la périphérie ou à l'extérieur de l'hypercentre, comme dit monsieur Pardon, je pense qu'il en faut pour tous. Il ne s'agit pas de faire toutes les constructions à la campagne ou toutes les constructions en hypercentre. Je dis juste que le modèle est en train de changer, les besoins sont en train de changer. On a, oui, effectivement, une partie de la population qui a vécu 2 mois confinée dans un appartement sans balcon, qui a peut-être envie de trouver une habitation en rase campagne avec un petit jardin pour tout simplement avoir un peu plus d'espace. Je vous propose à ce stade-là, si vous voulez bien, de prendre l'avis de notre expert, de notre grand témoin qui est toujours avec nous et qui suit la totalité de ces débats. Henri Buzicazo, merci d'abord de nous accorder ces quelques petites minutes. Vous venez d'entendre les échanges que nous venons de partager sur le plateau. À votre avis, la crise que l'on vient de passer, peut-être l'évolution d'une façon beaucoup plus générale d'ailleurs de nos styles de vie, ça va se traduire d'une façon très concrète en de nouvelles attentes en matière de demande immobilière, en matière d'habitation? Oui, je reviens d'un mot sur la question des collectivités locales et je réponds évidemment à votre question. Allez-y. Je voudrais quand même dire aussi qu'il y a eu le report des élections et heureusement l'échéance est désormais là et tout a été dit sur le besoin que la décision publique locale s'exprime et qu'il y ait des permis de construire. Il faut voir aussi que les relations sont très dégradées entre les communes et l'État, pour des raisons liées à la fiscalité, liées à la suppression de la taxe d'habitation. Ce problème n'est toujours pas réglé. On le traîne depuis l'arrivée de M. Macron. Et il y a une désolvabilisation des collectivités locales que vont payer, ils le savent, les promoteurs ou les entreprises en bâtiment, parce que les communes manquent de fiscalité. Depuis qu'on leur a supprimé cette taxe, le système de compensation va être complètement enrayé à cause de la crise. On le sait déjà, les départements ne vont pas pouvoir transférer les fonds aux communes. Là, il y a un problème. Je viens à votre question. Attendez, vous ne pensez pas, cependant, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, si on en croit les dernières déclarations du président, finalement, peut-être que demain, on va retrouver de l'autonomie sur les territoires.
Oui, mais l'autonomie, vous savez, elle dépend aussi de l'argent. Je ne sais pas si vous vous sentez autonome quand vous dépendez de quelqu'un qui doit vous envoyer de l'argent et qui ne vous l'envoie pas. Ça ne s'appelle pas l'autonomie. Aujourd'hui, prenez quand même la mesure que les départements misent que les droits de mutation à titre onéreux, les frais de notaire, si vous voulez, vont être de 3,2 milliards inférieurs à ce qu'ils auraient été, étant donné la crise. Cet argent, il devait normalement leur permettre de transférer des moyens aux communes et les départements devaient être compensés sous forme de TVA. Cette mécanique, plus personne n'en parle, ni M. Macron, ni le ministre des Comptes publics. Il y a un souci. Vous parlez à un maire, parlez à n'importe qui, au maire de Pau, à François Bayrou, parlez à un maire d'une commune de moindre importance, il vous dira, moi je ne ferai pas venir de ménages nouveaux dans ma ville, je ne signerai pas de permis de construire si je n'ai pas le moyen de les accueillir. Donc là, il y a un sujet aujourd'hui tabou, il va falloir le rouvrir, je le dis très clairement. Allez, c'est très clairement dit. C'est clairement dit. Sur les besoins, sur les envies peut-être. Sur les besoins. Cette crise, évidemment qu'elle est porteuse d'une catalyse et d'une bonne nouvelle. Le réveil des villes moyennes. Allez, parlons de Pau, nous sommes à Pau. Voilà une ville qui, alors qu'elle dispose de beaucoup d'atouts, ça a été rappelé tout à l'heure, on n'aurait pas assez de la matinée pour les énumérer, est en conquête d'attractivité. C'est le cas de dizaines de villes moyennes en France, en conquête, en reconquête de son cœur de ville. On pourrait parler aussi de l'action cœur de ville et du dispositif de Normandie d'ailleurs. Bref, il va y avoir une accélération de l'histoire alors que les ménages boudaient ces villes où il fait bon vivre. Hein, je vous renvoie au classement de votre confrère Le Point qui met Pau en très bonne position et quelques autres villes. Ben, c'est vrai que les ménages sont en train de dire mais on vit bien dans ces territoires-là, on a envie d'y aller. L'immobilier y est moins cher, donc ça va nous resolvabiliser, surtout si on vend un bien de grande valeur dans une métropole. Donc, il va y avoir une accélération de l'histoire. Et je pense que des villes comme Pau et beaucoup d'autres, on pourrait citer plus près de Paris, Orléans, on pourrait citer Le Mans, on pourrait citer de nombreuses villes, on pourrait citer Saint-Étienne, voilà, pour être équitable avec les territoires. Toutes ces villes-là vont profiter de ce déplacement, je dirais, du regard des ménages dans leur direction, voire certaines zones périphériques de ces villes qui sont des zones rurales. Le marché de l'immobilier d'après-confinement, selon vous, Henri Buzicazo, c'est un marché qui va être, comment dire, le désir, le reflet de nouveaux désirs, en tout cas, je veux le dire comme ça, où finalement la réalité économique va peut-être ramener à la raison par rapport à ces désirs. Alors, il y a deux choses à dire. Déjà, et ça a été mentionné tout à l'heure, j'avais ouvert mon propos tout à l'heure en disant que je ne m'associais pas à l'enthousiasme quasi religieux. C'est pour ça que j'y reviens. Vous écoutez certains professionnels, je les aime beaucoup, mais on a l'impression que ça va être l'idéal d'Alphonse Allais. Hein, on va mettre les villes à la campagne, on va vider les villes, il n'y aura plus personne dans les métropoles. Soyons sérieux. Le critère numéro 1 de choix des ménages, et c'est vrai après la crise comme c'était vrai avant, c'est la proximité des services, la proximité de l'offre pédagogique des écoles. Et donc, ce critère-là va rester très très fort. Le télétravail, qui permettrait effectivement à certains de ne pas être au cœur de la grande ville ou de la ville moyenne dans laquelle il y a leur entreprise. Mais on ne sait pas où on va sur le télétravail. De l'ordre de 40% des emplois seraient télétravaillables, si vous me passez l'expression. Maintenant, il faut affiner. Lorsqu'un ménage va dire, allez, tiens, on choisit le télétravail, on va à Pau, alors que notre entreprise est à Bordeaux, par exemple. Bon. Mais est-ce que les deux membres du couple vont bénéficier de ce télétravail? Est-ce que la proportion de télétravail va justifier qu'on vive à Pau, mais qu'on ait son entreprise à Bordeaux? C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir plus d'1 jour en télétravail? Il faut 2 ou 3 jours. Vous voyez, toutes ces questions-là, il faut quand même, elles conduisent à relativiser le changement radical qu'il va y avoir. Pour moi, ce ne sera pas une lame de fond. Ça va être un mouvement qui, de manière progressive, va en effet rééquilibrer les territoires. L'histoire, c'est ça. C'est que on a aujourd'hui une France déséquilibrée, avec une densité trop forte sur une dizaine de métropoles, et même un petit peu moins que ça, et puis des villes moyennes, voilà, qui essaient de se redresser, et des territoires ruraux qui, pour certains, sont en déshérence. On va aller vers un meilleur équilibre. Et peut-être que là où on aurait mis 10 ans, on va mettre 5 ans. Voilà, il se passe une prise de conscience grâce à ces 2 mois très particuliers que les ménages français ont traversés. Éducation d'Éric Normand.
Monsieur Buzicazo, vous avez évoqué le De Normandie, là, du nom du ministre du Logement, Oui. qui est un dispositif fiscal qui a pour but d'inciter à réhabiliter l'ancien. Oui. Les interlocuteurs que nous avons eus pour la préparation de ce débat, de ce supplément, nous ont tous dit que c'est un dispositif sur lequel on plaçait beaucoup d'espoir sur Pau et qui avait beaucoup de mal à prendre ici. Est-ce que vous pouvez Mais il l'expliquer? marche pas. Nulle part il marche. Je vais vous dire C'est une ça chose. l'info, Tout à c'est pas l'heure- ici, c'est nulle part il marche en fait pour vous. C'est Non, nulle mais part. je vous le dis avec beaucoup de respect pour Julien de Normandie, parce que la conception est bonne et que le concept est bon. Déjà, il a eu le mérite de dire on va regarder les villes moyennes, on va les aider à se réveiller, et notamment par la revitalisation de leur patrimoine immobilier. Je salue cette vision-là. Simplement, que ce soit sur le De Normandie, je vais revenir d'un mot aussi sur le prêt à taux zéro, sur le Pinel. L'heure n'est plus à mégoter. Il faut des dispositifs simples et puissants. Pourquoi le De Normandie peine à démarrer? On l'a retouché en plein confinement en améliorant 2 critères. Un, il n'était valable que dans le cœur des villes concernées. À Pau, par exemple, puisque Pau est éligible. Eh bien, de vous à moi, je ne sais pas si vous connaissez des gens qui ont en tête que dans telle rue c'est valable, dans telle rue ça ne l'est pas. Il faut des dispositifs simples. Deuxièmement, on a rendu beaucoup plus de travaux de réhabilitation, puisqu'il s'agit d'acheter de l'ancien, de le réhabiliter pour le louer, de travaux éligibles à ce dispositif. On l'a simplifié. Le Pinel ou le PTZ, de la même manière, il faut oublier les questions de zonage et d'exclusion. Je suis d'accord, le Pinel est porteur de danger si on construit n'importe où, même là où il n'y a pas de demande locative. Je fais confiance aux élus. Je fais confiance aussi à la coopération intercommunale. Je crois qu'il faut un regard plus par bassin de vie. Mais globalement, qu'on arrête pour gratter 100 millions, 200 ou 500, l'heure n'est plus là, de compliquer les dispositifs. Le De Normandie, vous savez ce que je dirais, moi, qu'il soit valable dans toutes les villes moyennes, par exemple de moins de 80 ou 100 000 habitants. Qu'on arrête de compliquer les choses et ça marchera au moins jusqu'à la fin 2021. Julien, pardon, comment vous réagissez à ces propos? Je souscris tout à fait à ce que vient de dire Henri Buzicazo. Moi, j'avais envie de parler de l'âme de fond. Bon, il parle d'un mouvement un peu plus léger. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on s'est déjà rendu compte de ce mouvement de départ de certaines personnes des grandes agglomérations vers les villes moyennes avant le Covid. Le Covid, à mon avis, va être un accélérateur. C'est-à-dire que moi, les 2 dernières ventes que je viens de faire, ce sont 2 personnes qui travaillent dans l'agglomération bordelaise et qui ont choisi de venir à Pau. On en parlait tout à l'heure, parce qu'il y a le très haut débit. Parce que c'est une ville avec beaucoup d'atouts au sens sportif, culturel, etc. C'est une ville moyenne qui attire beaucoup plus qu'on ne veut bien le dire. Et qui permet à des jeunes couples, qui permet à des personnes, pas que jeunes d'ailleurs, de venir acheter ici des mètres carrés à un prix très raisonnable, donc d'acheter plus de mètres carrés, donc de vivre dans des conditions qui sont quand même bien meilleures, tout en ayant tous les atouts d'une ville moderne. Bien sûr. Concernant, concernant le De Normandie, Monsieur Buzicazo, j'ai envie de vous dire d'un mot, confiez-le aux professionnels. À partir du moment où vous laissez les particuliers rentrer dans le système, comme c'est le cas aujourd'hui, moi je pense que ce dispositif est voué à l'échec. Il faut faire une copie conforme du Pinel pour que cela fonctionne. Et effectivement, on est bien obligé de constater aujourd'hui que le De Normandie est un échec. On avance, messieurs, dans le débat. Alors, on parle du choc de simplification, si je comprends bien, sur toutes les normes. Vous avez au COL, Nelly, pas mal de dispositifs un peu innovants pour accéder à la propriété. C'est peut-être ça aussi la solution d'avenir, c'est de donner des clés à des gens qu'on n'avait pas forcément au départ. Ce qui, dans le domaine immobilier, donner les clés à un moment tombe bien. Allez-y, Nelly. Oui, donc depuis quelques années déjà, nous sommes lancés sur les innovations sociales, en fait, des dispositifs d'accession, notamment liés à la diminution du PTZ dans un premier temps, et on voyait tendre même la disparition qui était programmée. Donc il était pour nous, le COL, urgent effectivement de trouver de nouveaux dispositifs d'accession sociale pour pouvoir élargir notre cible client. Aujourd'hui, les personnes qu'on loge donc, sont les compagnons des entreprises de bâtiment. Ce sont toutes ces professions dont on a parlé qui étaient indispensables pendant le Covid, que ce soit les salariés de l'agroalimentaire,
que ce soit les infirmières. Donc tout ça, ce sont nos clients. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de la tendance en termes, on parle beaucoup de licenciements à venir dans les mois qui arrivent. Aujourd'hui, donc nous sommes heureux d'avoir déjà de ces dispositifs innovants en place, parce que d'une part, on a l'OFS qui vient diminuer le prix de vente et des logements du fait d'un mécanisme de dissociation du bâti et du foncier. Et nous avons la location-vente, donc société civile immobilière d'accession progressive à la propriété, qui là permet à des ménages qui ne peuvent pas être éligibles en fait au crédit bancaire de pouvoir accéder à la propriété. Donc sur une durée plus longue, certes, mais leur rêve d'accéder à la propriété est possible. Sébastien Labordette, vous entendez les propos des uns des autres, ça corrobore finalement vos premières demandes. Pour autant, encore une fois, même avec des dispositifs, qu'ils soient innovants pour les uns, des projets sur lesquels on mise sur une nouvelle qualité de vie pour les autres, des dispositifs, pour autant, la réalité économique, est-ce que c'est pas ce que vous craignez le plus, ce qu'on nous annonce là, et puis peut-être également des nouvelles contraintes au niveau bancaire, parce qu'au bout du bout, il va falloir qu'on ait, mine de rien, des banquiers pour accompagner de nouveaux projets. Tout à fait. En relais de ce que disait M. Buzicazo, je partage tout à fait. Il faut que ce soit des dispositifs d'accompagnement et d'aide qui soient puissants et efficaces. Donc il faut faire confiance aux élus de territoire pour qu'on puisse mettre en place très localement la relance de l'investissement, adaptés à chaque territoire. Pourquoi certains dispositifs ne marchent pas? Parce qu'ils ne sont tout simplement pas adaptés aux réalités du terrain. Ça, il faut faire confiance aux élus de territoire. Il faut régler le problème de la fiscalité pour les collectivités locales. Donc ce que disait aussi M. Buzicazo est vrai, il faut que la fiscalité des collectivités permette d'engager la dépense, sinon on peut toujours en parler, on n'y arrivera pas. Concernant l'engagement des banques auprès de l'immobilier, il faut bien entendu que la part bancaire prenne sa responsabilité sur l'engagement de la dépense. Effectivement, tous les foyers, tous les primo-accédants, tous les acquéreurs potentiels de biens, à l'appui des dispositifs fiscaux, qui soient de défiscalisation pour les CSP+, peut-être, mais aussi pour les primo-accédants, mais aussi pour les acquéreurs tout court de logements individuels, on aura besoin de l'appui du concours bancaire. Et effectivement, il faut peut-être en refaire les contours. Est-ce que l'endettement à 33% est toujours d'actualité dans le cadre de la relance? Est-ce que le prêt à 25 ans, plafonné à 25 ans, est toujours d'actualité? Je ne sais pas. Il y a à redéfinir ce contour financier qui fait qu'effectivement, on peut avoir les dispositifs, on peut avoir le territoire, on peut avoir les bonnes idées, on peut avoir l'envie, mais on peut ne pas avoir l'argent. Et ça, il faudra bien en régler le problème. Henri Buzicazo, quel est votre regard? Vous avez, en répondant à l'interview de nos confrères donc de La République et de Sud-Ouest, dit qu'il se passait sur le crédit des choses graves et que la situation économique et de l'emploi vous préoccupait à avoir des répercussions dans ce qu'allaient pouvoir faire ou pas les banques. Ah mais oui, mais là aussi, il y a un silence pudique. On savait déjà, je reprends le propos précédent, il est essentiel que les recommandations, en langage bancaire, ça veut dire que les banques étaient obligées. Recommandations, voilà, je vous traduis le truc. Et d'ailleurs, après avoir dit non, on ne les mettra pas en œuvre, 10 jours après, elles s'y sont toutes soumises. Les recommandations du Haut Conseil pour la stabilité financière, avec en effet un raccourcissement 25 ans maximum des prêts, 33% de taux d'effort pour les accédants comme pour les investisseurs, j'ajoute. Et puis l'obligation d'un apport personnel majoré. Ces trois critères, on savait avant la crise qu'ils allaient mettre au tapis 100 000 ménages pour l'acquisition immobilière chaque année. 100 000. Après la crise, il se passe quoi? Et vous avez raison, il faudrait assouplir dans ces circonstances, ces critères, au moins pendant un temps, peut-être pendant 18 mois ou 2 ans. Après la crise, eh bien, le critère de 33%, par exemple, si vos revenus ont baissé, ou si une prime ne vous sera pas versée cette année, eh bien, le critère, il est encore plus dur. Donc, ce n'est pas 100 000 ménages qui seront mis au tapis par ces critères d'avant-crise, c'est peut-être 150 ou 200 000. Par ailleurs, les banques, aujourd'hui, elles ont provisionné, et ça, on ne peut que le comprendre, elles ont provisionné un risque entreprise. Elles ont été au rendez-vous des entreprises. C'est elles qui ont distribué le prêt garanti par l'État, il ne faut pas l'oublier. Il y a État, mais c'est un prêt bancaire, un prêt privé. Donc, elles craignent beaucoup les défaillances d'entreprises. Et pour ces raisons-là, elles regardent le risque des particuliers d'un œil moins favorable aujourd'hui. Et accessoirement, il y a un lien entre les deux, parce qu'un particulier qui a son emploi aujourd'hui, mais dont l'entreprise ferait faillite dans 6 mois, il n'aurait plus son emploi.
Donc, il faut pas se voiler la face. Et je reviens sur les propos, c'est très intéressant, relatifs à l'innovation. On ne va pas devoir compter uniquement sur les banques, encore une fois. Elles ne pourront pas tout faire. Mais l'innovation peut améliorer les choses. De la même manière qu'on a désormais des offices fonciers solidaires, c'est-à-dire qu'on va séparer le foncier, le terrain et le bâti pour alléger la charge des ménages, il a été proposé, c'est dans une proposition de loi déjà votée à l'Assemblée avant la Covid et qui arrive au Sénat, le découplage du foncier et du bâti pour les logements, je dirais, non sociaux. Bon. Logements intermédiaires en particulier. C'est dans la proposition de loi de M. Jean-Luc Laglaise, qui est un député, non pas de la Nouvelle-Aquitaine, mais député de Toulouse. Bon, voilà, en tout cas du Grand Sud-Ouest. Cette proposition de loi, elle est très intéressante. Il y a d'autres dispositions d'ailleurs pour faire baisser le coût de production des logements, parce que dans cette période, les ménages vont devoir avoir des prix qui se rapprochent de leur solvabilité réduite. Et les promoteurs sont très conscients et très responsables par rapport à ça, ou les constructeurs de maisons individuelles. Mais il faut des outils innovants, y compris juridiques, et ce découplage du foncier et du bâti, au-delà des logements sociaux, des logements HLM, c'est pour moi une voie à explorer. Dernière partie de ce débat, Éric Normand. Oui, donc je voulais faire réagir Julien Pardon au propos d'Henri Buzicazo. Il a parlé peut-être de la solvabilité des ménages. Vous, c'est pas quelque chose, vous vous apprêtez à lancer un projet à côté de l'hippodrome, comme on a dit, c'est pas encore quelque chose qui vous inquiète, ça ? Si, clairement, c'est quelque chose évidemment qui nous préoccupe. On a vu effectivement ce premier semestre de l'année 2020 se resserrer les conditions d'accession au crédit. On a effectivement quelque chose là, un vrai sujet. Nous, là-dessus, mais on compte sur les banques et sur nos partenaires bancaires pour essayer justement à ce qu'à chaque fois, chaque client soit trouvé une solution adaptée et qu'on essaye comme ça de trouver toujours une solution. Mais si, clairement, c'est quelque chose qui nous inquiète. Après, les idées de dissocier comme ça le foncier du bâti, c'est des choses auxquelles on réfléchit. On est sensible à toutes ces prises d'initiative. Il faudra que l'on parle, je pense aussi quand même, je ne sais pas à quel moment on va conclure, mais il va falloir qu'on parle du développement durable et de l'environnement. On allait y arriver dans cette dernière partie, parce qu'en effet, Eric, je vois sur le Covid appuyer l'actualité du Covid. Mais il faut bien qu'on passe à l'après. Le président de la République nous a incité à parler de l'après. Si vous suivez le président de la République, alors là, écoutez, je vous suis directement. Alors, excusez-moi, je vous en prie. Julien, pardon, puisque vous parlez d'après, puis cette question va également concerner tout le monde, en effet. Cette capacité à peut-être travailler, à réinventer autour du logement, à répondre à des grands enjeux de société, et l'environnement en fait partie, la transition énergétique, bien entendu, ça peut bouleverser totalement, véritablement, la donne dans les projets que vous avez les uns les autres, et puis dans la façon de les mener à bien côté professionnel. Nelly Garrigou, c'est un sujet qui vous tient à cœur depuis déjà de nombreuses années. Oui, tout à fait. Donc, on l'a abordé de plusieurs critères, notamment par l'habitat participatif également. Mais alors, du coup, c'est une démarche qui a toujours été importante pour le COL. Et pour nous, je pense que l'avenir, effectivement, c'est de réhabiliter ces logements en centre-ville, qui étaient liés à la mobilité du travail. Donc pour nous, c'était arrêter de développer en périphérie des programmes de logement neufs, et également développer au niveau des logements basse consommation. Ça a toujours été important pour nous parce que nous avons des revenus de nos clients qui sont limités, et il y a l'investissement d'une part, mais il y a aussi la gestion du logement après et les contrats d'entretien. Donc ça, on a toujours été Mais est-ce qu'il va falloir encore aller plus loin? Est-ce qu'on est en capacité de réinventer de nouveaux équilibres? Julien, pardon, vous également. Allez-y, Nelly, si vous voulez rajouter un mot là-dessus. Est-ce qu'il faut aller plus loin encore? Oui, il faut toujours aller plus loin, bien sûr. Alors, Julien, c'est un axe sur lequel vous travaillez beaucoup. Nous, on travaille beaucoup sur ça. Je dis toujours 40% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du logement.
Donc quand on parle de pollution, quand on parle de... C'est ce sujet-là qu'il faut traiter en priorité. Donc par exemple, vous citiez tout à l'heure la résidence des Jardins de Lousser que nous allons mettre en commercialisation. On a des panneaux photovoltaïques sur le toit qui vont permettre, sur le toit de chaque maison, qui vont permettre la création, la production d'électricité. Donc on est sur ces sujets-là, on est sur des sujets aujourd'hui avec l'ART 2012, le BBC, ce que disait Nelly juste avant, c'est aujourd'hui une isolation qui est avant-gardiste par rapport à tous les logements qui se sont faits jusqu'à présent, et une consommation d'énergie qui est extrêmement faible. Et quand vous abordiez tout à l'heure le sujet du financement de nos logements, c'est effectivement des choses à prendre en considération. Et c'est ce que prennent en considération aujourd'hui, notamment les primo-accédants, les ménages, les jeunes actifs. Je disais tout à l'heure, le télétravail. Le télétravail aujourd'hui, vous ajoutez le télétravail, vous ajoutez les préoccupations environnementales, vous ajoutez une agglomération avec une forte attractivité, et vous faites là le portrait de Pau, vous allez me dire. Une garbure béarnaise. Ah ouais, c'est ça, vous allez me dire, vous faites le portrait de Pau. Vous faites le portrait de Pau. Oui. Mais c'est important. Et c'est cette migration des grandes agglomérations vers les villes moyennes qu'il faut aujourd'hui retenir, avec notamment des villes où il fait bon respirer, où il fait bon, où la pollution est bien moindre que dans les grandes agglomérations. Mais ce sujet de l'environnement, il est essentiel. Sébastien Labourdin, vous partagez cet avis? Les professionnels du bâtiment vont être au rendez-vous en matière de capacité, également de formation, d'accompagnement des équipes pour aller sourcer les matériaux, les mettre en pratique, etc. Parce que là, on sent bien qu'il y a une forme d'accélération peut-être de la demande et donc des capacités à construire différemment. Alors, bien sûr, je pense même que c'est l'enjeu de la reprise, l'enjeu de la transition énergétique et écologique de nos bâtiments. Pourquoi ? Parce que à l'heure où on parle de qualité de vie au travail, à l'heure où on parle de bien vivre, d'une communauté d'agglos de taille moyenne, on est en plein dans ces enjeux-là. Et aujourd'hui, le BTP a joué son rôle sur cette transition-là. Quand on parlait tout à l'heure de coûts de bâtiments, aujourd'hui, il faut quand même que tous les logements aujourd'hui soient avec un certain confort. Le confort énergétique en est un, la rénovation énergétique en est une. Et aujourd'hui, quand on parlait de dispositifs fiscaux qui aident l'investissement et qui accompagnent l'investissement, c'est toute la série de crédits d'impôt qui est liée à la rénovation énergétique des bâtiments. Et là, il y a un enjeu colossal parce qu'on va répondre à plusieurs questions à la fois. On va valider le confort du logement, on va valider l'équipement des villes et des agglos, on va surtout valider l'économie d'énergie dans tous les logements, dans toutes les habitations, dans tous les bâtiments publics. Je prends un exemple très précis de la communauté d'agglos qui est en train de se doter d'un outil qui est le réseau de chaleur urbain qui démarre en ce moment. Là, M. Bayrou a posé la première pierre il y a 15 jours. C'est un réseau qui va alimenter tous les bâtiments publics de la communauté d'agglos avec une chaleur qui était à l'époque une chaleur fatale qui partait de l'incinérateur de l'Escar. Donc c'est une vraie bonne idée, oui, c'est de l'investissement, mais c'est à la fois des travaux, c'est à la fois une économie d'énergie dans tous les logements publics, c'est vers ça qu'il faut aller. Et aujourd'hui, quand on parle d'innovation, on y est en plein. On doit pouvoir, au niveau du BTP, au niveau de l'économie, au niveau des entreprises, pouvoir répondre à cette question environnementale qui est la question de fond, parce que c'est une question qui est planétaire, on l'a tous vu, on l'a vu au travers du virus quelque part, il faut répondre à cette question planétaire autour de l'énergie et autour de l'environnement. Messieurs, pour aller vers la conclusion, Romain, Éric, on a des acteurs qui sont engagés, convaincus. Ils ne sont pas du tout... on les sent avec une pugnacité pour construire l'avenir qui, en tout cas, donne à réfléchir. Oui, alors c'est un peu la conclusion à laquelle je viens, moi, en vous écoutant tous. J'ai l'impression qu'on va, même s'il y a une crise, même si les taux d'emprunt sont difficiles, on va continuer à construire en Béarn, Nelly Garrigou. Oui, la force effectivement que l'on a, c'est qu'on arrive à s'adapter les uns et les autres, et on est aussi tous à l'écoute des uns et des autres, et je pense que c'est ensemble qu'on arrivera à construire l'avenir. Julien, pardon ? Oui, on va continuer à construire parce qu'on attire
on attire des clients, notamment, je le disais tout à l'heure, des grandes agglomérations. Vous savez, quand vous avez fait une carrière dans l'Île-de-France, par exemple, moi, dans la résidence de Clos-Mazoyer, la moitié de la clientèle provient de l'Île-de-France, de l'Est, du Nord de la France. Quand vous avez fait une carrière en Île-de-France, quand vous avez habité toute votre vie à 20 km de Paris, et que vous avez pris le RER tous les matins, eh bien, quand vous vendez votre logement à 15 ou 20 km de Paris, vous êtes très heureux de venir dans des zones où vous pouvez vous payer des mètres carrés qui vous permettent de vivre confortablement, et vous êtes à 1 heure de la montagne et 1 heure de la mer. Donc oui, pour répondre à votre question, Romain Bélier, on va continuer de construire en Béarn et à Pau en particulier. C'est mieux d'être une ville moyenne dans le sud-ouest, finalement. Je le crois. Oui, c'est ça, parce qu'il y a une ville moyenne dans le sud-ouest qui avait toute son importance, mais on sent bien que vous êtes un bon promoteur de cette ville. Sébastien Labourdette et Henri Buzicazo, que l'on va reprendre également en ligne pour la conclusion, il y a une bonne phrase, il y a une phrase que tout le monde connaît, qui dit « Quand le bâtiment va, tout va ». Vous savez que j'aime souvent l'employer, parce que c'est cette phrase dans les conclusions, est-ce qu'on peut se dire que là, elle est toujours d'actualité dans le monde dans lequel on va, et est-ce qu'on ne doit pas la compléter, cette phrase, peut-être en qualifiant le type de bâtiment qui ferait que si lui va, tout ira? Oui, Eric, quand le bâtiment va, tout va, il continuera à aller, et même peut-être mieux qu'avant. Si nous avons compris collectivement et ensemble qu'il faut changer certains curseurs. Donc, très objectivement, sans tomber dans l'euphorie dont parlait M. Buzicazo, les professionnels sont inquiets de l'avenir. Mais par contre, ils sont confiants. Ils sont confiants si chacun a pris sa part de responsabilité dans cette migration, dans cette mutation. J'aurais envie de dire que on peut acheter un logement à Pau à 3 500 € le mètre carré quand certains le payent 10 000, 15 000 € avec une qualité de vie au travail qui n'existe pas. Et ça, les cartes sont rabattues. Il faut absolument s'en saisir. L'attractivité du territoire que gère aujourd'hui l'ensemble des acteurs économiques du secteur est prépondérante. Et donc, il faut absolument parler d'attractivité, attirer le chaland en Béarn. Et vous verrez qu'on s'en portera que mieux dans les années à venir, si on a bien compris. Henri Buzicazo. Écoutez, le secteur du bâtiment et de l'immobilier est celui par lequel le réveil économique du pays se fera le plus puissamment. Il faut être très très clair là-dessus. Je dis pas ça. C'est toujours vrai. C'est toujours vrai aujourd'hui. C'est toujours vrai aujourd'hui. Mais je reprends votre phrase. Simplement, je la formulerai un peu différemment. Pour que le bâtiment aille, et l'immobilier à sa suite, et que tout aille, que l'économie se réveille largement grâce à ce secteur. On rappelle 2,5 millions de salariés, une valeur ajoutée maximum, enfin des rentrées fiscales considérables. Bref, il faut qu'il y ait un soutien et un plan de soutien. Moi, je suis extrêmement déçu par le discours du président Macron. J'ai entendu qu'il égrenait les plans de soutien sectoriel qu'il a effectivement mis en œuvre avec l'exécutif, mais nous, on n'y est pas. Alors, il va falloir qu'on y soit rapidement, parce qu'autrement, il y aura un trou d'air. Et autrement, malgré le dynamisme de tous ceux que vous avez réunis aujourd'hui, je crois avoir ce dynamisme-là, parce qu'il y a un grand courage dans ce secteur-là. Et voilà, vous ajoutez le caractère béarnais plus le tempérament des gens de l'immobilier, ça donne un bon cocktail. Simplement, il faut aussi des boosters économiques, fiscaux pour soutenir la demande, sans quoi on aura un problème et sans quoi le pays ne se réveillera pas. Le pays dépend de notre secteur d'activité, mais je le dis sans aucune modestie. C'est bien clair. Merci beaucoup Henri Buzicazo d'avoir été en tout cas avec nous. Vous présidez l'Institut du management des services immobiliers et ainsi que le think tank République et Logement, entre autres, parmi toutes les responsabilités ou les engagements qui sont les vôtres. Merci d'avoir passé quelques instants en notre compagnie. Romain Bélier, Éric Normand, ces nouveaux habitants à venir sur le territoire. Vous avez vu à Pau, si c'est attractif, etc. Ça va vous faire des lecteurs en plus, ça c'est formidable. Parce qu'il y aura encore des boîtes aux lettres, vous savez, pour les abonnements et tout, ça ne sera pas que digital, tout ça, c'est bien. Bon, on retrouve évidemment cette conférence tout le long de la semaine et puis la semaine prochaine, une troisième conférence qui aura lieu alors, au lendemain des élections municipales. Vos équipes seront mobilisées évidemment dimanche, donc au lendemain des élections, on reviendra ici pour se poser une question. À ce moment d'acheter, à ce moment de vendre, de quelle façon la période actuelle va-t-elle bouleverser peut-être ces équilibres? Il y aura des promoteurs, des agents immobiliers, Romain Bélier, il y aura également des banquiers autour de la table. Nous accueillerons également la Béarnaise Habitat, qui est aujourd'hui le premier bailleur social. Bref, une autre table ronde intéressante, comme celle que nous avons partagée grâce à votre participation, les uns et les autres. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous.